Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Anecdoc, le podcast du festival Off de l'hôpital, dans lequel les médecins prennent le micro et tombent la blouse. Pour vous, ils racontent leurs joies et leurs doutes autour d'une anecdote bien réelle. Je m'appelle Charlotte, je suis médecin en cancérologie et j'ai à cœur de vous accompagner dans l'intimité de ma profession. Bonjour Fabrice. Bonjour. Enchantée de te recevoir sur le plateau d'Anecdote aujourd'hui. Merci. Alors, est-ce que tu peux nous décrire en 2 mots ta spécialité, au moins pour qu'on se resitue un peu? Tu fais de l'anesthésie-réanimation, plus de la réanimation, tu peux nous en dire 2 mots? Oui, bien sûr. Donc moi, je suis à la base anesthésiste réanimateur, avec une formation complémentaire en réanimation médicale. Alors la réanimation, c'est assez simple, la définition, c'est prendre en charge des patients qui ont un ou plusieurs organes qui ne marchent pas. Et donc c'est une situation par laquelle qui peut se présenter dans les suites d'un accident de la route, par exemple, d'un infarctus, d'un accident vasculaire cérébral, d'un arrêt cardiaque, d'une infection grave, d'une infection Covid par exemple. Ça parle peut-être un peu plus aux gens. Et effectivement, c'est une spécialité qui a été un peu plus médiatisée ces derniers mois. Mais voilà, donc il y a plein de types de réanimation, selon l'endroit où on exerce, selon les structures hospitalières. Mais finalement, la définition assez simple, c'est de s'occuper des malades qui ont un état de santé très grave et qui peuvent décéder. Donc ça introduit bien cette anecdote dont tu vas nous parler. Est-ce que tu peux commencer par un peu nous resituer où tu étais, quand est-ce que c'était, et puis ensuite nous raconter ton anecdote? C'était il y a 7-8 ans, j'étais médecin réanimateur à l'hôpital Cochin à Paris. J'étais chef de clinique, donc chef de clinique, c'est la partie après l'internat. Où on est senior un peu pour la première fois, pendant les premières années. Tu sors juste de ta formation, quelque part. Oui, voilà, on peut dire ça comme ça. C'est là où on apprend à être senior, quoi, à prendre des décisions. Mais en tout cas, c'est là où on se retrouve seul la nuit, souvent, de garde. La journée, on est plus entouré, mais la nuit, c'est là où on est seul. Donc voilà, donc là, ça faisait quand même quelques temps que j'étais dans que j'avais ce statut de chef de clinique, donc j'étais quand même plutôt assez avancé dans la spécialité. Et donc là, l'anecdote dont je vais vous parler se passe en début de nuit, à 20h, 21h. C'est là où les gens sont rentrés chez eux. Il reste le seigneur de garde, donc là c'était moi, un interne qui est lui en cours de spécialisation, en cours de formation. Là il y avait également un externe, donc un étudiant hospitalier. Donc lui il n'a pas encore décidé ce qu'il voulait faire dans la vie, mais il sait qu'il sera médecin. Et il y a des équipes infirmières, aides-soignantes qui sont là pour gérer les malades en réanimation parce que c'est des patients qui sont gérés de la même manière finalement 24 heures sur 24. Donc qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit, on ne choisit pas l'heure pour que l'état s'aggrave. Donc là, ça se passait début de garde, c'est-à-dire on a fait la transmission avec les collègues qui sont là la journée. Ils nous ont raconté ce qui se passe pour leurs malades, pour qu'on puisse bien les surveiller pendant la nuit. Et on fait ce tour-là qui va durer 1 heure, 1 heure et demie. Et puis après, on va qu'aux affaires courantes, entre guillemets, en début de la garde. Et puis, il se passe souvent des choses, hein, parce que la réanimation, c'est pas statique, c'est assez dynamique. Donc on reçoit des coups de fil, ça peut être des coups de fil du SAMU, ça peut être des coups de fil pour les patients qui sont hospitalisés dans les services un peu plus standards, hein, de chirurgie, de médecine. Et parfois leur état se dégrade et donc on a besoin de nous. Ça peut être un coup de fil des urgences, pour les malades qui vont pas bien aux urgences, parce qu'ils ne restent pas aux urgences quand ils sont dans un état grave. Et donc il peut se passer plein de choses. Et ce soir-là, je m'en rappelle plutôt pas mal, c'est le SAMU 75 qui appelle parce qu'ils ont un patient qui fait un arrêt cardiaque dans le train. Je pense que c'était gare Montparnasse, si je me trompe pas. Et ils ont été appelés par quelqu'un à la gare Montparnasse parce qu'avant que le train parte, c'était un train de nuit qui est parti dans le sud-ouest. Avant que le train parte, il y a un passager qui a fait un arrêt cardiaque. Un arrêt cardiaque, c'est comme son nom l'indique. Hein, c'est le cœur s'arrête, on tombe dans le coma et on décède en fait. Le cœur s'arrête, il ne se passe plus rien. Mais si on s'en rend compte pas trop tard, il y a toujours une possibilité, en faisant de la réanimation à ce moment-là, de faire repartir le cœur et peut-être de sauver le patient, entre guillemets. Et donc là, ce monsieur, avant que le train démarre de la gare Montparnasse, il fait l'arrêt cardiaque, et il y a des témoins qui le voient que d'un coup, il va pas bien, hein, et qui vont donc, souvent ce qui se passe dans ces cas-là, c'est qu'ils signalent le fait qu'il y a quelqu'un qui va pas bien, les pompiers de la gare sont appelés, parce que souvent des pompiers, si je me trompe pas, à gare Montparnasse, ils font un peu les premiers secours, et ces gens-là, quand l'état de santé est grave, ce qui est le cas d'un arrêt cardiaque, hein, c'est difficile de faire plus grave, ils appellent le SAMU. Et donc là, le SAMU est arrivé sur place. Dans ces cas-là, il y a un massage cardiaque externe qui est débuté. On intube le patient. Quand c'est le SAMU qui est là, ils arrivent, ils font le massage cardiaque. Ils mettent le patient sous assistance respiratoire, hein, pour que de l'oxygène arrive dans ses poumons. Et dans certains cas, le cœur repart. Et donc après, ce qui se passe, c'est que le SAMU appelle
une réanimation, la plus proche ou celle qui a de la place. Sur Paris, c'est pas trop compliqué, là, en tout cas hors pandémie. Il y a quand même beaucoup de réanimation et on le transfère en réanimation pour essayer de stabiliser le malade, comprendre ce qui lui arrive, comprendre la cause de cet arrêt cardiaque et voir ce qui va se passer. Et donc ce soir-là, c'est le SAMU 75 qui nous appelle, qui demande si on a de la place pour un arrêt cardiaque extra-hospitalier, c'est-à-dire un arrêt cardiaque pour quelqu'un qui n'est pas à l'hôpital. Et donc bien sûr, on dit oui. Et on attend qu'il arrive. Vous avez réussi à le réanimer du coup dans le train. Donc eux, ils avaient c'est pas une mauvaise configuration de faire l'arrêt cardiaque dans le train parce que c'est un lieu public, donc les gens voient que la personne ne va pas bien. Hein. C'est pas le monsieur qui fait l'arrêt cardiaque le soir tout seul à la maison. Donc là, le patient, il fait un arrêt cardiaque devant témoin, on appelle ça. Donc ça, c'est très bien parce que tout de suite, il y a une chaîne de secours qui va se mettre en place. Et dans cette chaîne, à un moment, il y a soit les pompiers de Paris qui arrivent, parce que les pompiers de Paris sont médicalisés à Paris. Je crois ce qui n'est pas le cas en province, ou soit le SAMU. Globalement, c'est les deux structures qui peuvent prendre ces malades-là en charge. Et donc là, ce soir-là, le SAMU arrive, assez rapidement probablement, parce que je ne me rappelle plus exactement du temps, mais c'est assez court, c'est Paris intramuros. Ils continuent de réanimer le malade, le cœur repart. Ils appellent donc la réanimation. Là, quand même, à ce moment-là, il y a une discussion sur ce qu'on fait pour le malade, parce que pourquoi un cœur s'arrête de manière générale, hein, pour un peu éclaircir les gens qui écoutent. Un cœur, il s'arrête soit parce que le patient a fait un infarctus, c'est-à-dire une des artères qui irrigue le cœur, c'est les artères coronaires, ça s'appelle. C'est bouché. Et donc à ce compte-là, il faut déboucher cette artère pour pas que le cœur souffre trop longtemps, pour pas que l'arrêt cardiaque revienne. Hein. Ça, c'est le cas de figure où le patient fait un infarctus. Soit le cœur s'arrête parce que le patient a fait un problème neurologique. Ça peut être une hémorragie méningée très grave, spontanée, une rupture d'anévrisme, ça va peut-être parler un peu aux gens, c'est-à-dire un des vaisseaux dans le cerveau qui va se rompre, et donc le sang va inonder le cerveau, et ce qui est quelque chose de très très grave, et quand le cerveau va pas bien, à un moment le cœur peut s'arrêter. Soit la personne a manqué d'oxygène, ça peut être on fait une fausse route par exemple, on est au restaurant, on a du mal à avaler un aliment, et en fait ça peut conduire à un arrêt cardiaque et à la mort en fait. Ça c'est un manque d'oxygène. Ou par exemple on a le Covid et on n'a pas appelé le SAMU et on tarde à appeler les secours et en fait, à force de manquer d'oxygène, le cœur va s'arrêter et on décède. Donc oui, on a vu une discussion sur la cause de l'arrêt cardiaque, vu le fait que ça soit un homme, vu son âge, vu les circonstances de l'arrêt cardiaque, il fallait quand même éliminer un infarctus. Donc dans ces cas-là, on décide au lieu que le SAMU amène le patient directement en réanimation, on leur dit d'amener le patient en salle de coronarographie. Donc ça, c'est une salle où il y a dans les grosses structures hospitalières, où c'est des cardiologues qui sont d'astreinte 24 heures sur 24, qui vont, par un examen qui s'appelle une coronarographie, vérifier la perméabilité des artères qui irriguent le cœur, des artères coronaires. Et si les artères sont bouchées, ils vont les déboucher. Donc là, on se rejoint avec le SAMU dans cette salle. Donc le SAMU arrive avec le patient, le cardiologue, lui, est là, prêt à faire l'examen pour le patient. Et nous, on se rejoint à ce moment-là. Donc tout le monde se fait un peu les transmissions sur ce qui arrive au malade, son état. Voilà, il y a un peu de... Oui, c'est toujours un peu un moment un peu dynamique, hein, parce que le patient il est un peu instable, il n'est pas dans un service de réanimation. On a envie qu'il reste pas longtemps non plus dans cette salle d'examen, parce que voilà, il est pas dans un milieu ultra non plus sécurisé. Hein, il faut que ça aille vite. Et puis c'est le moment où le SAMU va nous le confier, le met sur la table d'intervention entre guillemets. SAMU repart, nous on prend un peu le relais, on connaît pas encore un peu le malade, il y a toujours quelques minutes un peu où il faut s'imprégner un peu des choses là. Mais bon, là on était rodés, hein, c'est des malades comme ça en fait, pas mal d'habitude. Et donc j'étais même pas très inquiet pour le patient, je me suis dit tiens c'est bien, il a été réanimé assez tôt, le cœur est assez vite reparti. Des fois on rentre presque dans une routine chez ces malades là, parce qu'on en voit souvent en fait, hein, puis parce qu'il faut que ça soit... Faut pas que ça soit une routine, mais il faut pas non plus que ça soit quelque chose d'exceptionnel, quoi. Genre, c'est le boulot, en fait, quoi. Donc, on met sur la table de coronarographie, l'examen se passe. Je sais plus si on retrouve, je crois qu'on retrouve une lésion coronarienne, mais à un moment, les choses, d'un coup, dévient vers la routine. Et là, d'un coup, l'état du malade s'aggrave, très brutalement, encore plus qu'à son arrivée, avec du sang qui commence à sortir par le circuit qui le relie au respirateur, par la sonde d'intubation. Qui vient des poumons. Voilà. Donc il y a du sang qui vient des poumons, on comprend pas trop. Là, on se trouve dans une situation qui est beaucoup plus critique parce qu'en fait, on comprend pas ce qu'il a. En fait, souvent en médecine, quand on comprend pas ce qu'a le patient, ça se termine très mal. On a beau
faire des traitements un peu symptomatiques, entre guillemets. Si on comprend pas la cause de tous les problèmes, ça va mal finir. D'autant plus quand l'état est très grave. C'est-à-dire que là, il se passe quelque chose de très aigu, il y a du sang qui arrive, qui arrive des poumons, on sait pas pourquoi. Et d'un coup, l'oxygène baisse dans le sang parce qu'on a du mal à ventiler le patient, vu qu'il y a du sang partout dans la sonde d'intubation et dans les poumons. Le patient est en train de s'inonder, en fait. Il est endormi à ce moment-là, le patient. Il est endormi par des médicaments. Heureusement, il ne souffre pas. Et il ne réalise pas ce qui se passe. En tout cas, on pense. Et donc là, je demande au coronarographiste, au cardiologue qui fait l'examen, d'essayer d'aller vérifier les artères du malade, l'aorte, qui est le gros vaisseau qui passe dans le corps, hein, à partir duquel les organes sont irrigués. Et donc là, bon, là c'est un peu compliqué avec le patient. On voit qu'on n'arrive pas à le stabiliser, on voit que ça va mal finir. Mais on commence à être un peu frustré parce qu'on part d'une situation où les choses étaient quand même sous contrôle, d'une routine, et d'un coup là on en sort. On commence à être frustré, on commence à être un peu ralent cette histoire parce que finalement il est quand même, jusqu'à maintenant il était bien pris en charge avec des temps de réanimation assez courts, donc on avait bon espoir. Certains malades ils arrivent et honnêtement dès le départ on sait que ça va être compliqué. Lui on se disait bon ok, ce qui s'est passé c'est grave, c'est un arrêt cardiaque, mais de notre expérience avec ces temps de réanimation pas très élevés, il va peut-être s'en sortir. C'est-à-dire que, pardon, excuse-moi, plus il est pris en charge tôt, oui, dans l'arrêt cardiaque, mieux c'est pour le pronostic du patient après. Plus quelqu'un tire l'alarme tôt, puis on commence surtout le massage cardiaque tôt, par un témoin, même si c'est pas un médecin, même si c'est pas une infirmière ou quelqu'un du milieu médical, mais si quelqu'un qui a appris à faire un massage cardiaque commence à lui faire un massage cardiaque dès les premiers signaux d'alerte, oui, plus il y a de chances de s'en sortir. Plus on attend, plus il a malheureusement une probabilité très importante de décéder ou de rester dans un coma qui va conduire dans tous les cas à son décès, parce qu'on peut pas vivre dans le coma. Donc lui, c'est des rallants parce qu'il fait ça au bon endroit, avec les bonnes personnes, entre guillemets, et tout le monde fait bien. Et en plus, dans l'idée où, imaginons, c'est l'aorte qui est le gros vaisseau qu'on a dans le corps humain qui se déchire, on n'a pas de chirurgien cardiaque sur place dans cet hôpital, par exemple. Bon, c'est pas loin, hein, c'est la Pitié-Salpêtrière, c'est quelques minutes de SAMU, mais tout ça, c'est de la logistique, de l'organisation, ça se fait pas non plus en 2 minutes. Et donc on se retrouve dans cette salle de coronarographie la nuit, avec ce malade qui a un problème. On essaie de comprendre d'où ça vient. Donc le cardiologue, lui, essaie de visualiser l'aorte. On n'a pas l'impression qu'elle soit déchirée. Et donc là, on décide de l'amener au scanner, en disant, bon, il faut qu'on aille voir les poumons, il faut qu'on aille voir le thorax, toute cette partie-là du corps où il y a des gros vaisseaux qui passent. Et en disant, en allant au scanner, peut-être qu'on comprendra d'où vient cette fuite, d'où vient ce sang. Bon, on commence déjà à être très inquiet pour le malade, mais il y a quand même une vraie volonté. Peut-être puis une espèce d'adrénaline là qui commence à être là aussi, parce que la situation est plus inattendue que prévu. Et donc là, c'est des hôpitaux qui sont pavillonnaires. Et ces vieux hôpitaux là, on fait plus ça de nos jours. Maintenant, quand on construit un nouvel hôpital, c'est des gros bâtiments. Tout a été pensé pour que le malade il aille d'un point A à un point B sans sortir du bâtiment. Les couloirs sont grands, il y a des grandes portes. Le sol, on peut faire de la trottinette dessus tellement c'est nickel, c'est simple quoi. Mais ça, c'est les hôpitaux parisiens, c'est des hôpitaux pavillonnaires, hein, comme la Pitié par exemple, qui est un vrai village en soi, même ville plutôt. Et l'hôpital Cochin, qui est moins gros que la Pitié-Salpêtrière, mais qui est quand même une structure assez importante. C'est plusieurs bâtiments. Et donc là, le malade, on décide de l'amener, alors là, il commence à être tard, il doit être 23h, minuit, un truc comme ça. On décide de l'amener de la salle de coronarographie au scanner qui est pas du tout dans le même bâtiment. Puis là, on se retrouve, donc il y a l'interne qui est là, l'externe, bon, qui est lui, là dans ces cas-là, quand même, il assiste à ce qui se passe, mais finalement, Et puis il y a un brancardier, hein, finalement, on se retrouve tous les quatre là avec ce malade, à essayer de comprendre ce qui lui arrive, donc on décide de l'amener au scanner, mais il y a du sang un peu qui coule de la sonde d'intubation, les constantes sur le scope commencent à devenir mauvaises, hein, on voit que son état se dégrade, qu'on n'arrive plus à le tenir, hein, ça va être difficile. Et donc là, on sort du bâtiment où il y a la coronarographie. Et là, on se retrouve sur le parking, en fait, hein, d'un hôpital. Hein, c'est particulier, hein, en pleine nuit, là, avec les blouses, là. Un drap sur le pauvre patient, là, qui... Bon, lui, effectivement, endormi, mais c'est pas les routes modernes, là, où le brancard, il tremble dans tous les sens. Quelques voitures qui peuvent passer la nuit. Bon, il y a pas... C'est des parkings, hein, c'est un peu fermé, mais bon, on n'est pas dans un service au calme où il y a des infirmières. Il n'y a pas d'infirmiers, là. Et puis on part au scanner, donc tout c'est un peu pas stressant parce qu'il faut pas stresser, mais c'est un peu speed quoi.
Et donc on arrive au scanner avec ce monsieur et on lui fait le scanner qui est catastrophique, les poumons sont pleins de sang. Et au final, je me rappelle bien qu'en fait on n'arrive toujours pas à comprendre ce qui se passe vraiment. Et je suis au scanner et là je vois qu'en fait on n'arrive même plus à l'oxygéner, c'est une catastrophe. Mais quand même, on a une espèce d'excès là pas d'excès, mais là, on veut être sûr d'avoir tout fait. Ça c'est important en médecine, je pense. Pas qu'en réa, mais en médecine, je pense qu'on peut accepter que le malade décède à la fin. Il faut l'accepter, hein, c'est la nature. Des fois, il y a des maladies qu'on n'arrive pas à traiter, genre, on peut pas tout faire. On peut l'accepter qu'on a tout fait. Donc les moyens, on les a eus. Hein. Qu'on s'occupe des patients, que ce soit dans ta spécialité à toi, dans la nôtre. Il faut que le patient ait eu accès à tout ce qui était nécessaire. On dit qu'on a une obligation de moyens Voilà. et pas de résultats, quelque part. Ça, moi, je suis pas trop frustré quand on a eu une obligation de moyens. Je me dis, patient décède, il décède. Bon, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Ça peut être triste, ça c'est humain, mais on n'est pas frustré ou on n'est pas énervé. On est encore moins triste, surtout si on a pu lui offrir tout ce qui était possible, quoi. Et donc lui, là, un peu dans cette idée de, on va faire le maximum. Je me rappelle, je suis au scanner, j'appelle la réa, je leur dis, bon, préparez la chambre du patient, préparez telle machine pour l'oxygéner. Peut-être qu'avec ça, on pourra encore un peu oxygéner son sang, et puis peut-être, on ne sait jamais, un peu pas par miracle, mais avec un peu de chance, entre guillemets, les choses vont se calmer, et puis on va y arriver, quoi. Et donc là, je nous vois repartir du scanner pour aller vers le bâtiment et la réanimation, qui est encore un autre bâtiment. C'est un peu improbable, là, ces images-là. Et donc on court, je m'en rappelle, puis je crois que son cœur s'arrête pendant qu'on court avec le malade et le brancard. On se dit, bon, on y va quand même, là, on court, on court, on court. Avec le patient, là, on court avec le brancard, hein, quand même. Hein. Et puis on arrive dans le service de réa, là, un peu comme des cow-boys, ce qui est pas bien, mais un peu vite, quoi. En tout cas, les infirmières ont préparé la chambre, puis ils ont mis un autre type de respirateur, là, pour l'aider à respirer. Et puis là, c'est une catastrophe, hein. Encore une fois, il y a une espèce d'inondation de tout le circuit respiratoire du patient par du sang. Je crois que ça en met même un peu sur les murs, hein. C'est pas brillant. Et puis il décède. Donc on accepte qu'en fait, on va pas y arriver. Le cœur s'était déjà arrêté depuis quelques minutes. Et puis on décide de pas le refaire un massage cardiaque parce que là c'est un nouvel arrêt cardiaque d'une cause qui a l'air incurable sur le moment. Et donc on dit bon c'est terminé. Là voilà, c'est brutal, quoi. Brutal. Ça partait mal, mais ça se fait en quelques minutes. Et puis surtout, il faut accepter de redescendre une situation où on est très proactif. Il faut accepter que ça fait 1h30, 2 heures qu'on est avec ce malade. Beaucoup débauche d'énergie quand même pour nous, à courir là dehors. Essayer de réfléchir à ce qu'il a, appeler. Je me rappelle, je crois que ce soir-là, j'ai appelé un chirurgien cardiaque, la petite salpêtrière. Je lui ai dit voilà, j'ai tel malade, il a ça. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, voilà, nous en fait, on concentre un peu les différents avis des différents intervenants, on doit prendre des décisions. Tu étais complètement à fond dans sa prise en charge. Ouais, complètement à fond. Et puis surtout, c'est à fond dans des gestes techniques, encore finalement pas beaucoup, mais plus à fond dans la réflexion de qu'est-ce qu'il a, quoi. Genre, à un moment, tout ça s'arrête. C'est poum. Et donc, dans ces cas-là, en fait, ça s'arrête pas là. Et donc, on se dit, bon, mais c'est qui ce monsieur, quoi, finalement? Parce que là, ça fait 1h30 qu'on s'intéresse à lui, mais surtout à son problème de santé, quoi. Finalement, la personne, peu d'infos, hein. On sait son sexe, son âge. Lui, on avait la chance, son nom, prénom, mais il y a des patients comme ça, on sait même pas qui c'est. Ouais, quand ils arrivent par le SAMU, tu sais pas forcément. Non. C'est pas une hospitalisation programmée. Quelqu'un qui vient à l'hôpital, il remplit sa petite fiche, personne de confiance, personne à prévenir. Sauf que lui, on n'a rien, il n'est pas prévu de mourir ce soir, le monsieur, quoi. Donc on a un téléphone. Le sien, mais qu'on peut pas débloquer, en plus, c'est des codes. C'est donc pas facile. Et donc là, on remplit certificat de décès, et puis on passe à la deuxième étape de la prise en charge, qui a annoncé le décès à la famille, et puis qui s'intéressait à la vie du monsieur. Et puis il y a quelqu'un qui décède, donc l'idée c'est on n'a pas réussi à faire la première partie qui était le sortir de là, on va essayer au moins de faire bien la deuxième partie qui est accompagner un peu la famille, dans l'idéal les faire venir, avoir de l'empathie, leur montrer qu'il y a l'humain autour de la technique, quoi. La réa en fait c'est ça, quoi. C'est une spécialité très humaine, les gens ont une vision un peu très technique de la chose, avec des tuyaux, des perfusions, des machines qui remplacent les reins, qui remplacent le cœur. En plus aujourd'hui là c'est devenu très 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 technique. Mais en fait au final quand on connaît un peu la spécialité, on se rend compte que c'est une spécialité plutôt très humaine. Où, malgré ce qu'on croit, on parle aux gens, on parle aux patients
même parfois avant que leur état s'aggrave énormément. Et surtout, on parle beaucoup aux familles. Les familles, c'est vraiment le lien avec le malade en réa. C'est vraiment important pour nous. Et donc là, dans le cas de ce monsieur, on a envie au moins de bien faire ça. Parce que je pense que pour une famille, quand ils perdent quelqu'un, cette partie-là, si elle est bien faite, quand même, ça diminue un peu le traumatisme lié au décès. Et je pense que c'est des moments en fait qu'ils n'oublient pas. C'est les tournants pour eux. Ah bah ouais. Bah toi, t'en as plein, je pense, quand tu t'occupes des patients en onco, des tournants comme ça, des bons ou les mauvais. Mais c'est des moments super importants. Je pense que ça les marque. Pour eux, c'est un événement traumatisant, probablement. Donc à nous de rendre ce moment le moins traumatisant possible, le plus naturel possible, de leur montrer que bon, bah voilà, la personne, elle n'a pas été oubliée, qu'elle n'a pas souffert, d'être honnête aussi, c'est important, de leur expliquer pourquoi il est décédé. C'est important les gens de comprendre. S'ils comprennent pas, ils repartent chez eux avec beaucoup de questions, c'est très dangereux. Je pense pour eux, pour leur état psychologique. Et puis il faut que ces gens-là puissent faire leur deuil. Et moi, je me rends compte que plus le temps passe, plus bien faire cette partie-là du travail, je trouve que c'est beaucoup plus important que bien faire le reste. Je pense que le reste, la partie technique, c'est comme tout boulot, je pense qu'au bout d'un moment, on sait le faire. Genre, tout le monde sait le faire, entre guillemets. Et cette partie-là, elle est vraiment importante et peut être vraiment satisfaisante pour nous en tant que professionnels, de se dire, ah, je l'ai bien fait, quoi. J'ai bien fait, ils ont vu que c'était pas faux, qu'il y avait de l'empathie, et que j'étais avec eux. Alors pas trop non plus, hein. Faut pas que ça soit, tenez, prenez mon portable, appelez-moi ce soir si ça va pas. Ça, il faut pas. Mais voilà, c'est toute la subtilité entre voilà, rester professionnel, avoir de l'empathie, être là, mais pas trop non plus, pas rentrer dans une espèce de délire où on s'investit trop et ça devient très toxique pour la vie personnelle et puis surtout ça n'apporte, je pense, rien de plus aux familles. Donc il faut qu'ils voient que nous on garde les pieds sur terre, quoi, autrement. Et donc bon, la garde se passe, je suis embêté parce qu'en fait je vois que je peux pas joindre de famille. Et donc il y a ce monsieur qui est dans un lit là, qui est décédé. Et puis moi à un moment je vais dormir. Mais je vais dormir tard quand même en fait dans ce souvenir, je me rends compte que c'est 4-5 heures du matin, un truc comme ça. Mais j'ai pas eu de voilà, le portable du monsieur il est pas sonné pendant la nuit, en même temps c'est normal, la nuit les gens ils dorment. Hein. Et lui c'était un train de nuit qu'il prenait. Et donc je vais me coucher, puis je me dis bon bah cette famille là, à un moment il y a quelqu'un qui va appeler en fait, parce que à l'arrivée du train, quelqu'un va venir le chercher. Et donc effectivement c'est ce qui se passe, moi je vais dormir là, j'ai une chambre un peu fatigué de tout ça quand même. Et donc le téléphone sonne vers 7 heures, quelque chose comme ça. Peut-être un peu plus tôt, mais vers cette heure-là. Ça fait pas longtemps que je dormais. Mais en fait, dans ces cas-là, on dort, mais je crois qu'on apprend à avoir le sommeil un peu léger quand même. Mais bon, moi j'arrive à dormir, mais dès que ça sonne, d'un coup, je suis vraiment alerte, quoi. Bon, on apprend un peu parce que on sait que ça va être pénible. C'est une annonce difficile à faire quand même à la C'est pas famille. marrant, ouais. Ça va être dur, on sait que c'est ultra brutal parce qu'en fait, il faut se rendre compte que la personne en face, au courant de rien, et donc ils appellent sur le portable de quelqu'un, pensant parler à la personne, quoi. Et donc là, c'est moi qui décroche, la personne ne comprend pas. Bon, même au début, elle croit que c'est trompé de numéro. Et donc moi, j'essaie de rester calme. Et je lui dis, voilà, c'est pas Monsieur X, c'est le docteur Davio. Je suis réanimateur. Il dit, attendez, qu'est-ce que vous dites s'énerve, elle est en face. Hein, s'énerve et je lui dis que le monsieur, à qui la personne veut parler, il est hospitalisé en réanimation et qu'il est décédé. En fait, je le dis assez vite. Je le dis assez vite parce que c'est la réalité. Parce qu'on va pas ménager un espèce de suspense un peu malsain. Et je pense que la période, les quelques secondes où les gens savent pas, c'est pire encore. Et moi j'aime bien l'honnêteté, quoi. Je ne vois pas voilà, quelque chose d'alambiqué pour au final annoncer quelques minutes après que le patient est décédé. Et la personne, je me rappelle, raccroche. Raccroche le nez. Ouais. Hyper énervé. Et donc elle me rappelle quelques minutes après, elle rappelle sur le portable, même en espérant croire, je pense que tout ça c'est faux en fait, quoi. Que c'est une espèce de cauchemar, ou que c'est un malentendu, ou que de toute façon, à sa place, je ferais la même chose. Je dis, bon, non, c'est pas possible. Mais c'est quand même de mettre les Ce choses coup au de fil clair. est délirant. Ouais. Ça n'a pas existé, là, ce qui vient de se passer. Et donc, elle rappelle, et je me rappelle qu'elle est très agressive. Et elle m'a dit elle comprend pas, qu'en fait, elle attendait son père, en fait, c'était sa fille. Et elle attendait qu'il vienne pour le baptême de sa petite fille, en fait, à ce monsieur. Et donc, ouais, pour être honnête, ce contexte-là qu'elle attend de son père pour le baptême de sa petite fille, bon, on a beau être habitué aux choses un peu catastrophiques, mais en fait, on reste un peu humain quand même, hein, et même beaucoup. Et ça me touche un peu, et puis avec la fatigue, ça, fin de nuit là. Et donc, voilà, mais bon, on l'explique quand même que tout a été fait Au maximum. Maximum, quoi. Et puis finalement, que malgré tout ça, il est décédé. Bon, qu'il y a quand même une petite chose qu'on n'a pas compris non plus parfaitement dans l'histoire.
Et que quand même, pour faire simple, il a fait un arrêt cardiaque, une maladie très grave, il a été réanimé, il est décédé. Bon. Puis je me rappelle très bien que le coup de fil se termine d'une manière où on voit que la personne est triste, très triste. Elle pleure, c'est dur. Hein. Et énervée en même temps, un peu contre moi. En fait, moi, je suis un peu Le punching ball. ouais, le gilet pare-balles, je sais pas, mais Ouais. une espèce de défouloir, mais sans le vouloir. Hein. Et donc, finalement, c'est pas comme d'habitude. D'habitude, finalement, les gens, la famille, on la voit dans la journée, au moins. Et on se revoit plus. Je me rappelle très bien que, bon, le téléphone raccroche. Puis moi, je suis un peu dans mon lit, là. Et puis, je dis, ah, c'est triste quand même. Triste. Et puis je vois qu'elle est énervée contre moi. Alors, bon, je sais très bien que c'est pas personnel, mais bon, pas facile, quoi. Pas facile, l'impression que le boulot n'a pas été fait jusqu'au bout, là, d'entretien Puis famille. t'avais quand même beaucoup donné de toi-même pour la Ouais, prise ouais, en je pense charge. que, je sais pas pourquoi, mais non, bah, si, c'est normal, mais il y avait un gros investissement. Je pense que quand les choses s'accélèrent, là, à un moment que le malade se redégrade de nouveau, ouais, d'un côté, j'étais vraiment jusqu'au boutiste, quoi. Et donc la garde se termine. Puis en plus, alors, c'est ces situations-là où c'est des patients, on s'en est occupé le soir. Finalement, personne ne les a vus, ils sont décédés le matin. Alors, donc on raconte cette histoire, mais bon, les autres, ils n'ont pas vu le malade. Finalement, bon, ça leur parle moins, quoi. Donc moi, je rentre avec mon histoire, finalement, chez moi. Et donc voilà, et donc le temps passe, et puis la vie reprend son cours. Hein, parce que moi, je suis pas... J'ai une relation assez simple avec tout ça. Je suis pas miné avec ça non plus après pendant des jours et des jours. Mais sur le moment, c'était pas... Bon, c'est une histoire, en tout cas, dont je me rappelle 8 ans après. Donc, qui me marqué un petit peu. Et puis, alors, je sais plus, je crois que c'est 15 jours, 3 semaines après, je suis en service. La vie a repris son cours, les bonnes histoires, les mauvaises, les bonnes nouvelles, les mauvaises. Bon, la réanimation, quoi. Mais bon, tout roule. Et donc là, il y a une dame qui vient et qui dit. Donc le secrétariat m'appelle, elle me dit ouais, il y a quelqu'un qui te demande. Et donc, c'est la fameuse personne que j'ai au téléphone. Et qui vient et mais qui demande à me voir. Et donc, je la vois, et puis une dame super sympa. Très sympathique, qui dit en fait qu'elle vient me voir pour voir la personne qu'elle a eu au téléphone. Quoi. Je pense qu'elle avait besoin de ça pour bon, peut-être aller au bout de l'histoire, pour son deuil, pour voir la personne qui avait vu son père, en fait, la dernière personne. Quoi. Et puis aussi pour remercier aussi le travail qui avait été fait, avec une vraie discussion, plus que sur ce fameux coup de fil là où il y a trop de tristesse, ça, pour elle c'est trop dur, trop d'énervement. Et donc c'est super chouette de la voir. Ça me fait vachement plaisir. C'est marrant. Hein. Pour moi, en fait, je pense que ça fait du bien aussi de se dire ah, on a eu le même sentiment, quoi. C'était important de se voir, en fait. Moi, c'était important finalement. En la voyant, je me rends compte que c'était important de la voir. Et au moins, ça s'achève correctement cette histoire, et pas Dans le souvenir du coup de fil qui s'est mal coup de passé. fil, voilà, un peu d'énervement, un peu agressif, un poil. Et là, c'est quelque chose, on redevient dans la normalité. On le montre, voilà, c'est ici qu'on s'est occupé de lui. Et elle, en face, bah, c'est quelqu'un de super. Et en plus, je m'en doutais de ça. Je sais pas pourquoi. Peut-être pour ça que j'étais touché par cette histoire. C'était des gens bien. Et voilà, et je trouve ça super que face à cette démarche, hein, pour elle, c'est pas facile. Hein, elle vient Et c'est vraiment une démarche, type une prise de contact pour elle, juste ouais, pour te juste pour rencontrer. ça. Ouais. Et Ça, j'ai vu le docteur qui il n'y a s'occupait de pas eu mon plus de père. mots échangés ou Non, puis c'était pas malsain. Ouais. C'est pas après, elle est pas rentrée dans un truc, quelque chose de pathologique. Hmm. Ça peut arriver, hein, des familles qui perdent des gens dans ce type de service. Des fois, ils ont besoin d'y revenir plusieurs fois. Puis au bout d'un moment, c'est plus trop là dans ce qu'on rentre, quoi. C'est un peu bizarre. Donc on rentre, pardon. Là, voilà, c'est une fois, on s'est vu. Ah, c'était lui. Ah, c'était elle. Désolé, on a fait tout ce qu'on a pu. La vie reprend son cours. Sa vie, elle a perdu son père. Hein. C'est très dur, mais comme plein d'autres gens. Et voilà, et puis ça repart. Donc ça, ouais, c'est chouette, ça. Ça, c'est chouette, c'est finalement, on se rappelle plus de ce genre de choses que, tel jour, j'ai eu telle idée, de tel diagnostic, ou j'ai réussi à mettre tel tuyau en place, c'était compliqué. Que de la partie technique, tu veux dire, tu te souviens plus de la partie humaine de ton métier. Oui, C'est oui, pour ça que tu as complètement. choisi cette anecdote, Ouais. j'imagine. Ouais, complètement. Je me dis, finalement, ça remet un peu les choses à leur place, quoi. C'est-à-dire que c'est un super métier, mais c'est pas... voilà, c'est pas que de la technique, c'est pas que... on n'est pas des monstres intéressés que par l'organe qui va pas bien, quoi. Genre, loin de là. Je pense au contraire. Une spécialité super humaine, très intéressée à l'éthique, par exemple.
On peut prendre des décisions d'éthique avec des patients qui sont encore en état de nous parler, voire même très en amont de leur hospitalisation en réanimation. Je pense qu'il y a même des collègues médecins qui font d'autres spécialités qui ne comprennent pas que la réanimation, c'est une spécialité très humaine. Là, vraiment, de A à Z. Ça peut être l'avant, l'après, le pendant, avec les familles, les patients. Voilà, c'est des bouts de vie dans lesquels on peut les accompagner. Et voilà, c'est pas une spécialité de cow-boy. Et que je pense que les gens qui font vraiment ce métier sur le long terme, ce qui leur plaît, en tout cas j'espère, c'est l'humain, plus que le reste. Et quand tu étais interne et que tu étais du coup pendant ta formation, donc peut-être plutôt au début un peu de technique, puisque la réanimation, il y a quand même beaucoup de technique, donc j'imagine que pendant la formation, ça prend le pas un peu sur le reste. Ouais. Est-ce que tu t'attendais à ce qu'il y ait autant de travail avec la famille dans cette spécialité-là, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert au fur et à mesure? Non, ça rend compte assez vite, quoi. En fait, ça dépend par qui on a été formé ou de quelle manière, mais si on forme bien les gens, on leur montre dès le début qu'on les accompagne. Les internes, là, ils vont venir pour les entretiens famille avec leurs seniors, ou même les externes. Donc très tôt, on voit que ça a de la place. Et puis en fait, c'est super important, la famille, pour connaître le malade. Voire même parfois pour faire des diagnostics. Et donc très vite, on peut avoir à nouer des liens avec la famille pour voir c'est qui ce monsieur ou cette dame. Donc là, ils vont nous dire, elles vivent dans un appartement, une maison, ils font leurs courses, pas leurs courses, ils voyagent, ils ont des animaux, c'est quoi leur passion, c'est quoi leur vie, quoi. Et ça, connaître leur vie, ça peut changer le pronostic, parce que ça peut amener à faire des diagnostics. En fait, c'est difficile de dissocier la technique de l'humain. Je pense que très tôt, on se rend compte qu'il y a les deux à faire. Au début, on peut pas tout faire en même temps, effectivement, donc c'est pour ça qu'il y a dans les grosses structures, il y a un senior, un interne, un externe. Les gens se partagent un peu le travail. Parce qu'en fait, on a besoin de tout ça au même moment, souvent. Mettre des perfusions dans le malade, des tuyaux, des machines, mais aussi en même temps, c'est qui ce patient? C'est pas juste le monsieur de la chambre 152. Et c'est le monsieur qui a tel boulot, des enfants, une maîtresse, une vie. Des fois, tu rentres vraiment dans la vie des gens. Ah oui, des fois, on se rend compte de choses. On voit que les gens ont plusieurs vies, en fait. On découvre au fur et à mesure de l'hospitalisation. Des situations un peu cocasses, mais... Ouais, en fait, Parfois même, on connaît mieux la vie des patients que l'épouse du patient, quoi. Ou l'époux d'ailleurs, ou les enfants. Mais voilà, voilà, c'est ça qui est super dans cette spécialité, c'est que on peut apercevoir la vie des gens d'une manière que peu de gens peuvent voir, quoi. Mais il faut savoir s'en détacher aussi, quoi. Prendre un peu de recul, prendre la vie lambda, aller voir son film au cinéma, son resto, et oublier que la vie, ça peut être finir en réa pour raison XY. Toi, t'arrives à faire la part des choses en tout cas. Ouais, je trouve pas mal, ouais. D'accord. Et le fait d'avoir vécu beaucoup de situations difficiles comme celle que tu viens de nous raconter, est-ce que c'est pas quelque chose qui t'a un peu blindé, comme certains médecins décrivent? Et est-ce que tu arrives à rester quand même toujours dans cette empathie? Oui, je trouve, ouais. Après, je pense que c'est très... ça dépend de l'histoire qui a amené le malade en réa, ou de la famille, pour être franc. Mais oui, moi, il faut savoir trouver un compromis, quoi. Mais oui, je suis toujours touché quand un patient décède, ouais. Ça te passionne toujours autant aussi, la relation avec la famille, avec le patient, parfois même avec les paramédicaux, ouais, les plus soignants? qu'avant. Je pense que... ouais. Je pense que c'est même plus... Il y a pas mal de personnes qui font cette spécialité qui évoluent après vers des carrières différentes. Et c'est marrant, c'est très tourné vers l'humain. Par exemple, il y a des médecins qui font de la réa, ils partent faire du soin palliatif après. On se rend compte que finalement, bien faire la fin de vie, c'est super important. Il y en a d'autres, j'ai un ami, il a monté un comité régional d'éthique, donc c'est pas rien. Il y a des philosophes dans son comité d'éthique, des politiciens, des gens de la société civile, entre guillemets. Il y a d'autres médecins, parce que l'éthique, c'est sans fin, et je pense que la réa, ça donne une bonne vision de la vie, de ce qu'il faut faire, pas faire. Mais ça amène pas forcément des réponses, ça amène beaucoup de questions. Je pense que un réanimateur, plus il vieillit, je pense moins il a de certitude, par exemple sur l'éthique, sur la fin de vie, sur qu'est-ce qu'il faut faire, Je vois jusqu'où il plus faut le aller. gris, pas le blanc, le noir, mais vraiment chaque situation. Ouais, je pense, ouais. Je pense dire, moi, plus je vieillis, plus je sais tout. Plus je sais ce qui va se passer. C'est inquiétant, ça. Faire attention. C'est vrai qu'il y a des réanimateurs qui, en avançant en âge, sont plus même stressés. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est marrant, ça. J'ai pas mal d'exemples d'ailleurs. C'est-à-dire qu'ils sont plus rendus humbles aussi par les échecs, peut-être. Je sais pas, moi j'ai 39 ans, je suis pas encore trop vieux, mais oui, plus le temps passe, plus en tout cas, dire je sais s'il va vivre ou il va mourir, méfierait de ce genre d'attitude. Je pense que c'est super dangereux pour les patients.
Pour revenir sur le contexte actuel, est-ce que la pandémie Covid, parce qu'il faut en parler, hein, même si c'était pas une période marrante, a changé quelque chose dans l'interaction que vous aviez avec les familles ou la gestion des familles? Ouais, alors, il y a eu 2-3 phases, j'ai envie de dire. Première phase du Covid, là, où au début, ça a un peu fermé les services de réanimation aux familles, même si nous, là où je travaille, on a essayé de rester un petit peu ouvert quand même, qu'il y ait quelques familles qui viennent, mais c'était moins facile qu'avant, moins fluide, des horaires de visite restreints. Donc au début, c'est très frustrant, un peu décevant de s'occuper de ces malades là, qui avaient souvent ils étaient endormis par des médicaments, puis on voyait peu de familles. On perdait cette chose-là dont on vient de pas mal parler en fait. Hein. Après, il y a eu le côté deuxième phase, ouais, où là c'était j'ai vu ça à la télé, docteur, vous devriez faire ça. Donc phase un peu fatigante de l'ultra-médiatisation de la médecine, de cette maladie, cette pandémie, bon, ce qui est normal. Hein, mais cette phase pas facile où ils savaient qu'on s'occupait de gens qui avaient une maladie qu'on connaissait pas vraiment, même si finalement la prise en charge n'est pas non plus ultra spécifique, hein, faut pas dire le contraire. Donc voilà, après il y a eu des super souvenirs, d'histoires super belles, de gens qui sont restés là, surtout ceux qui restent longtemps en fait. Ouais. En réa, souvent la partie la plus satisfaisante honnêtement, c'est faire sortir les malades qui sont restés là très longtemps. Donc ça veut dire qu'ils ont été très graves. Donc là, on crée un vrai lien. Là, une phase plus difficile en ce moment, là, c'est un poil plus calme là depuis quelques jours là, sur le Covid ici, là, en 93, hein, où voilà, c'est toute cette histoire de vaccination là, donc c'est un peu particulier parce que, pour être franc, nous en tant que médecins qui avons été pas mal exposés à cette maladie, on a du mal à comprendre pourquoi les gens ne se vaccinent pas. Et en l'inverse, ces derniers temps, les gens qu'on reçoit, c'est que des gens non vaccinés. Alors c'est marrant parce que, moi je vais être tout à fait honnête, hein, le soir à la maison, je suis super énervé, je dis je comprends pas, ils ne vaccinent pas, c'est n'importe quoi, c'est un scandale. Bon. Et puis finalement, moi, le lendemain, on reçoit quelqu'un de non vacciné qui a le Covid, et puis en fait, je me rends compte que j'arrive pas à m'énerver contre le patient, quoi. Il y a le côté, on reprend la casquette, vous pensez ce que tu penses, tu fais bien, et on fait aussi bien sûr. Donc voilà, donc le Covid, est-ce que ça a changé avec les familles ? Peut-être, ouais, ils ont compris 2-3 trucs de la réanimation, des termes techniques un peu, au milieu à part. Et pour le mot de la fin, pour clôturer l'épisode, est-ce que tu aurais quelque chose à transmettre aux jeunes qui veulent faire cette spécialité de la réanimation ? Les jeunes externes, du coup, qui vont devenir internes ? Ouais, mais faites de la réanimation. J'ai choisi médecine à la base pour des raisons qui étaient ce qu'elles étaient quand j'avais 18 ans. Vraiment pas j'étais pas du tout une vocation, j'avais aucune conviction de quoi que ce soit. Bon. Et au final, cette spé m'a vraiment fait me rendre compte que c'est ce que je voulais faire. Hein. C'est une magnifique spécialité, très transversale. Je pense que c'est vraiment le gros avantage de cette spécialité. Et puis ça évolue tout le temps. Et non, c'est magnifique. Hein. Même si après, c'est pas tout le temps facile. On peut toujours en changer. Exactement, plus ou moins. Merci beaucoup Fabrice, c'était vraiment passionnant. Merci pour le temps dédié. Merci à toi. Parce que tu étais en garde, hein, on précise. Oui, c'est vrai. Tout le monde est vivant à la fin de l'interview. Et puis à bientôt peut-être. Ouais, j'espère. Anecdoc, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Rendez-vous dans 2 semaines pour la prochaine anecdote. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram et Facebook, anecdoc_podcast, pour vous tenir au courant des news du podcast, du thème du prochain épisode et en apprendre plus sur nos invités. Vous pouvez également nous soutenir en partageant le podcast. À bientôt sur Anecdoc.